bonjour à toutes et à tous. J'ai toujours beaucoup aimé les femmes. À toutes les époques, bien sûr, mais surtout dans l'Antiquité, puisque dans ma bibliographie qu'a citée M. Bedos, j'ai écrit un ouvrage sur les femmes dans la Gaule romaine. Donc les Lyonnaises font partie, évidemment, de ces femmes gallo-romaines de l'Antiquité. Vous avez sur l'écran le portrait de la première Lyonnaise connue. La première Lyonnaise connue, son tombeau, c'est une partie du tombeau, son tombeau a été découvert en 1885 dans le quartier de Saint-Just, et le portrait se trouve au musée Luc Dunhomme. Elle s'appelait Julia, mais on n'en sait pas plus. On connaît juste son nom. C'est la plus ancienne lyonnaise connue. La plus récente, dont je n'ai pas de portrait, a été trouvée toujours à Saint-Just en 2015, donc vous voyez, c'est beaucoup plus récent, mais elle est aussi plus récente puisqu'elle a été, son inscription a été datée de la fin du IIIe au début IVe siècle de notre ère, alors que Julia, elle est de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc elle a, par rapport à la plus récente, 3 à 4 siècles d'écart. On connaît 600 Lyonnaises de l'Antiquité. Alors évidemment, c'est peu, hein, parce qu'il a dû... si on estime que dans sa plus grande extension, Lyon, Luc Dunhomme a compté environ 40 000 habitants, vous voyez qu'il a vécu pendant 3 siècles des dizaines de milliers de Lyonnaises, et sur ces dizaines de milliers, on en connaît 600. Et on les connaît essentiellement par des inscriptions qui nous donnent leur nom, leur qualité, mais vous verrez, on a très peu de portraits de Lyonnaises, en dehors de la première que vous avez sous les yeux. Quels sont les premiers habitants de Lyon? Il faut commencer par le départ. Donc vous savez que Lyon a été fondée en tant que colonie romaine en 43 avant Jésus-Christ, et les premiers colons venaient de Vienne. Ils avaient été chassés un ou 2 ans précédemment. Ils avaient été chassés de Vienne par les habitants du cru, et ces premiers habitants de Lyon étaient des vétérans, c'est-à-dire d'anciens soldats ayant le statut de citoyens romains, et ils se sont installés donc ici sur la colline de Fourvière avec femmes et enfants et esclaves. Bon. Mais on n'a pas de détails. On nous parle dans les textes uniquement des hommes qui sont citoyens romains, et on sait que ces vétérans étaient principalement originaires d'Italie, de plusieurs régions d'Italie, je ne détaille pas. Certains avaient donc une femme légitime, d'autres avaient des enfants, et tout cela constitue la base de la population lyonnaise. Alors, j'ai organisé mon exposé en 2 grandes parties. Une première partie sur la vie privée, une deuxième partie sur la vie publique, des femmes, bien entendu. Mais je serai obligé aussi de parler un peu des hommes et pas seulement des femmes. Donc, première partie, la vie privée. Et en premier paragraphe, le statut juridique. À Rome, le droit est essentiel.
on est obligé d'en passer par là pour connaître la situation juridique, en particulier des habitants. En gros, il y a, comme dans toute l'Antiquité, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont libres et ceux qui ne le sont pas, donc les esclaves. C'est les deux grandes catégories, libres et esclaves. Et on verra qu'entre les deux, il y a une catégorie juridique, mais qui est éphémère, qui est celle des affranchis, car on peut, étant esclave, devenir libre en passant par un statut intermédiaire qui est celui d'affranchi. Parmi les libres, il y a deux grandes catégories. Il y a les citoyens romains et ceux qui ne le sont pas et qu'on appelle les pérégrins. Les Grecs les appellent les métèques. C'est la même chose. Hein. Ça veut dire... métèque, ça n'a pas une connotation dépréciative. Hein. Ça veut dire étranger. Étranger. Dans le monde romain, ce sont les pérégrins. Donc vous avez les citoyens romains et les pérégrins. Le mot citoyen, en latin, c'est civis. Il n'a pas de féminin. Mais je m'en excuse auprès de cette assemblée, où il y a de très nombreuses femmes. Le mot civis n'a pas de féminin. Donc, on ne doit pas dire citoyenne, on doit dire épouse de citoyen, mère de citoyen, fille de citoyen. Par commodité, nous, historiens, plutôt que de dire mère de citoyen, etc., on dit les citoyennes. Elle a le faux statut de citoyenne. Mais ce statut féminin n'est pas reconnu juridiquement. Les citoyens romains se distinguent par un certain nombre de privilèges. Ils portent les tria nomina, les trois noms. Alors, le plus célèbre, c'est Caius, Julius, César. Je le prononce à la française. Hein. Autrement, ça serait Caius, Iulius, Caesar. Donc prénom Caius, nom Julius, surnom César. Bon. Les citoyens se distinguent aussi par le fait qu'ils peuvent indiquer de qui ils sont fils. Donc ils indiquent le nom fils par le prénom du père. Et ils indiquent aussi la tribu à laquelle ils appartiennent. À Lyon, la tribu, c'est la tribu Galéria. La tribu Galéria. Il y a une trentaine de tribus dans le monde romain et on est rattaché à une tribu. Les femmes de citoyens, elles portent ce qu'on appelle les duonomina. Elles ont deux noms, un nom et un surnom. Elles ne portent pas de prénom. Les femmes ne portent pas de prénom. Les Lyonnaises ne portent pas de prénom. Seules les femmes de mauvaise vie portent un prénom. Bon, alors, attendez, ça ne veut pas dire que dans la vie intime, on ne l'appelle pas mon petit lapin, mon petit canard, etc. Hein, bon, mais officiellement, elles n'ont pas de prénom. Quand elles naissent, elles prennent le prénom de leur père. Elles prennent le nom de leur père. Donc, César a eu une fille, elle s'appelait Julia. Et puis un surnom qu'on ne connaît pas. Auguste a eu une fille. Malheureusement, ils ont peu de chance. M'excuse de cette remarque, mais ils n'ont pas eu de chance. Ni César, ni Auguste n'ont eu de garçon. Auguste a eu aussi une fille, et elle s'appelait Julia. Et on ne connaît pas son surnom. Oui. Donc, les femmes, plutôt les filles de citoyens, portent le nom de leur père, plus un surnom qui peut être dérivé du surnom ou du nom de leur mère. Et elles conservent leur nom même dans le mariage.
les femmes, les lyonnaises, ne changent pas de nom. Elles conservent leur nom de naissance. Si elles ont le même nom que leur mari, ça n'est pas parce que elles ont changé de nom. Alors, ça peut être de deux raisons. Le mari peut être, comme sa femme, les affranchis d'un même maître, dont ils ont pris tous les deux le nom de leur maître, ou bien le mari a épousé une esclave qui l'a affranchie et il lui a donné son nom. Mais ça ne signifie pas du tout que les femmes, les épouses, changent de nom. Elles ne changent pas de nom. Et parfois, les femmes, les lyonnaises, indiquent leur filiation. Regardez cette lyonnaise. Voilà. C'est une dédicace, c'est un monument qui a été offert ex decreto decurionum par un décret des décurions. Les décurions, c'est l'équivalent du conseil municipal. Et elle s'appelle, vous voyez, elle s'appelle Servidia Vestina. Donc son nom de famille, c'est Servidia. Ça veut dire que son père s'appelait Servidius. Vestina, c'est son surnom. Exceptionnellement, elle indique de qui elle est la fille. Donc là, c'est Servidier Quinti Filier, c'est-à-dire fille de Quintus, qui était le prénom de son père. Alors, c'est pas n'importe qui, hein. CF. Les Romains utilisent beaucoup les abréviations parce que ça permet de gagner de la place. Donc, CF, ça signifie Clarissima Femina. Ça veut dire qu'elle est femme de sénateur. Alors, c'est vraiment le haut du panier, hein. Elle est femme de sénateur. Et le sénateur, eh bien, c'est Fulvius Aemilianus. Donc, vous voyez, c'est une citoyenne, entre guillemets, romaine, que nous avons sous les yeux. Plusieurs lyonnaises, parmi les plus anciennes, portent un nom connu. Elles s'appellent Julia ou Cornelia, ce qui signifie que leur famille a reçu le droit de cité d'un grand personnage. Toutes celles qui s'appellent Julia, la famille, à un moment ou à un autre, a reçu la citoyenneté d'un empereur. Toutes celles qui s'appellent Flavia, c'est la même chose, mais c'est un empereur un peu plus récent. Je rappelle que la citoyenneté à Rome s'acquiert de deux façons, soit de naissance, c'est le cas ici, soit par naturalisation. Par exemple, l'exercice de certaines fonctions municipales, lorsque vous en sortez de ces fonctions, enfin lorsque l'homme, le mari sort de ses fonctions municipales, dans certaines cités, en Gaule, il obtient la nationalité romaine, la citoyenneté romaine, et toute la famille la reçoit en même temps que lui. La deuxième catégorie des femmes libres, ce sont les pérégrines, c'est-à-dire celles qui ne sont pas femmes de citoyens, et elles, ces pérégrines, elles portent ce qu'on appelle le nom unique. Elles ont un seul nom, elles n'ont pas de surnom. Et les pérégrins, les maris ou les pères, portent un seul nom. Il n'y a pas de ce tria nomina qui est réservé. Les esclaves. Alors les esclaves, elles sont mal connues parce que à Lyon, les esclaves femmes sont très mal connues. On n'en connaît que deux. On n'en connaît que deux. Mais évidemment, on connaît la plus célèbre de toutes. C'est Blandine. J'en reparlerai tout à l'heure de Blandine. Blandine est esclave
et elle va être parmi les plus célèbres lyonnaises de la fin, enfin du milieu de l'Antiquité. On les connaît moins bien, les esclaves, je vous dis, les esclaves femmes à Lyon, on n'en connaît que 2. Il faut dire aussi que les esclaves, en règle générale, qu'elles soient hommes ou femmes, au fur et à mesure que l'Antiquité se déroule, les esclaves sont de moins en moins nombreux, hommes ou femmes. Pour la raison suivante, c'est que la source principale de l'esclavage, ce sont les guerres, et lorsque Marius est vainqueur des Cimbres et des Teutons vers 120 avant Jésus-Christ, il fait 200 000 esclaves. Tous les prisonniers de guerre, il y en a 200 000, ils deviennent esclaves. Bon. Mais il y a de moins en moins de guerres victorieuses. Donc, il y a de moins en moins... c'est une source d'esclavage qui diminue. Alors, les esclaves, quelle est leur origine? Eh bien, soit ce sont des esclaves qui sont nés sur place. Un couple d'esclaves qui a un enfant, ça fait un nouvel esclave. C'est ce qu'on appelle un vernat, V-E-R-N-A. C'est les esclaves nés à la maison. Parfois, le maître engrosse des femmes esclaves pour avoir de nouveaux esclaves. Ben oui, ça arrive. Et puis, vous remarquez que je ne détaille pas. Hein. Et puis, la troisième source d'esclavage, c'est les abandons d'enfants. Les abandons d'enfants. Vous accouchez, vous ne voulez pas d'enfant, vous le mettez dans une corbeille dans la rue. Le premier qui passe, oh, un petit esclave, hop, il le prend. Et il a un esclave gratuitement. Alors évidemment, il faut le nourrir jusqu'au moment où il va travailler. Ah ben, tout enfant abandonné devient esclave, bien sûr. Ah oui, oui, au départ. Mais vous pouvez, attendez, au départ, son statut est esclave, mais vous pouvez toujours changer son statut. Si vous l'adoptez, il devient, il prend le même statut que vous. Donc, si vous êtes une femme citoyenne, entre guillemets, qui adopte un enfant trouvé, il devient citoyen, bien sûr. Donc, c'est pas, madame, c'est pas irrémédiable quand même. Je vois que vous êtes sensible, c'est bien, mais... Bien. Donc, dernière catégorie, je vous ai dit, on a vu citoyens, pérégrins, esclaves, et puis au milieu, il y a les affranchis. Affranchis aussi bien masculins que féminins. Je répète, c'est une catégorie qui est transitoire, parce qu'on reste affranchi toute sa vie, mais ses descendants ne le sont plus. Les descendants deviennent libres. C'est donc un statut intermédiaire. Et déjà, lorsqu'on est affranchi, donc les Lyonnaises affranchies, elles prennent le nom de leur ancien maître qui devient juridiquement leur patron, patron au sens de protecteur, hein, patronus, c'est le protecteur, auquel elles doivent un certain nombre de services, mais bon, c'est quand même assez allégé. Les affranchis ont quand même un statut très particulier. Hein. Elles peuvent évidemment posséder des biens, elles peuvent avoir elles-mêmes des esclaves, et elles peuvent les affranchir. Vous voyez, c'est quand même un statut élevé. Une Lyonnaise affranchie, si elle achète des esclaves, elle peut aussi les affranchir. Voire en épouser un après l'avoir affranchi. Donc, c'est un certain nombre de
de pouvoir. Alors le mariage. Le mariage pour nos Lyonnaises. Il faut savoir que le mariage est un acte essentiellement privé. Il n'y a pas d'état civil. C'est un mariage privé devant des témoins qui témoignent que vous êtes mariés. Point final. Alors, au cours des siècles, il y a eu plusieurs types de mariage. J'en décris rapidement un seul, c'est celui qui concerne nos Lyonnaises. C'est ce qu'on appelle le mariage per usum, c'est-à-dire c'est l'usage. Le mariage consiste à vivre 2 années complètes avec l'homme que vous avez choisi, et à la fin de la 2e année, devant des témoins, vous êtes mariés légalement. Vous êtes mariés légalement. Avant de se marier, la femme est sous la tutelle de son père. Et en se mariant, elle passe sous la tutelle de son mari. Mais elle peut rester sous la tutelle de son père. Il suffit qu'au cours des 2 ans, elle découche quelques nuits. J'ai dit découcher, ça ne veut pas dire aller avec un autre. Hein. Je vois vos regards. Bon, il suffit qu'elle découche quelques jours au cours de cette liaison avec son mari et au bout des 2 ans, elle devient épouse, mais elle conserve la tutelle de son père, qui est plus légère. Enfin, si au cours de son mariage, elle a 3 enfants, elle n'a plus de tutelle, ni de son père, ni de son mari. C'est le 3e enfant. Bon. C'est une loi qui a été, un décret qui a été imposé par Auguste. À 3 enfants, plus de tutelle. Et c'est pour ça que, à la Sécu, aujourd'hui, en 2025, le 3e enfant vous rapporte beaucoup. Moi, j'ai eu 3 enfants. Le premier, il me rapportait 10 €, le deuxième, 20 €, le troisième, 500 €. Énorme. Alors, évidemment, dans le décret d'Auguste pour émanciper les femmes, il y a encouragé la politique de la natalité, bien sûr. C'est pour encourager les femmes romaines, entre guillemets, à avoir au moins 3 enfants. Voilà. Mais les femmes ont bénéficié, par cette question de tutelle. On a ici, là... Oui, c'est un célèbre sarcophage qui se trouve ici au musée, sarcophage de Bacchus, et on voit ici, là, une future mariée. Là, voilà, c'est cette petite jeune femme, là, voilà, c'est une future mariée, vous voyez, elle a revêtu un pont de son manteau sur la tête, et une servante, là, qui est ici, lui présente des choses qu'il ne faut pas dire, hein, pour l'initier au mariage, c'est-à-dire la représentation d'un sexe masculin, etc., pour la prévenir de ce qu'il attend quand elle va se marier avec un homme. Voilà, c'est la présentation ici, vous voyez. C'est cette... Voilà. Et la future mariée, on appelle ça l'initiation de la mariée. À quel âge nos Lyonnaises se mariaient-elles?
l'âge légal à Rome. Pour les hommes, c'est 17 ans. Pour les femmes, c'est 12 ans. 12 ans. On estime que 12 ans, c'est la fin de la puberté. Eh bien, je donne quelques exemples lyonnais. Attia Successa, elle s'est mariée à 12 ans. C'est la plus jeune mariée. Maria Daphné, 12 ans et 7 mois. Blandinia Martiola, que son mari qualifie de jeune fille pleine d'innocence, à 13 ans et 3 mois. Bon. Et puis d'autres, 13 ans et demi, 16 ans, 17 ans, 20 ans. On va voir que les mariages peuvent être très courts parce que les femmes décèdent quand même souvent très, très tôt. Mais à côté de ça, on a des mariages, des vies communes qui sont plus longues. Secundina a vécu, elle s'est mariée à 25 ans, elle a vécu 30 ans avec son mari. Une autre, 42 ans, Estivia Ursal a vécu 42 ans avec son mari. Une autre, Pacata, 45 ans. Et même 48 ans pour Pneumonia Bellia, épousée vierge, nous dit l'épitaphe de son mari. Donc, vous voyez, un certain nombre de mariages ont eu une durée. Mais toutes les Lyonnaises ne se mariaient pas. J'ai retrouvé plusieurs célibataires qui étaient célibataires au moment de leur mort. Et souvent, ces morts sont précoces. Hein. J'en ai plusieurs qui sont mortes à 24 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, qui n'étaient pas mariées, donc qui étaient encore célibataires. Et il y en a même une, Julia Filmatium, elle était célibataire, elle est morte à 50 ans. Donc vraiment une célibataire endurcie. Hein. Alors le divorce. Le divorce. Eh bien, à Lyon, on ignore tout du divorce. Le divorce est un acte privé. Et les femmes, vous voyez quand même que les femmes ont un certain nombre de pouvoirs. Hein, une femme peut divorcer et dire à son mari, je divorce, je me tire. Je divorce. On a un exemple célèbre, au niveau impérial. Agrippine, femme de Claude, elle divorce sans prévenir son mari. Et elle se remarie avec un autre. Et Claude, empereur quand même. Alors je le cite parce qu'il est né à Lyon, donc c'est quand même pas n'importe qui. Claude, empereur, né à Lyon, sa femme est partie, a divorcé, ne lui a rien dit, tout le monde à Rome le sait, et lui, il l'ignore. Et elle s'est remariée avec un plus jeune. Donc, tout ça pour dire que la femme peut divorcer sans avoir, disons, le consentement. On ne va pas dire que sans avoir le consentement de son mari. C'est quand même un droit important. Hein. Elle peut divorcer librement. Voilà. Alors, malheureusement, on ne sait pas. Alors, on a un exemple. Julia Secundina, elle s'est mariée 2 fois. Mais on ne sait pas si son premier mari est mort ou si elle a divorcé. Ça, on ne le sait pas. De même, Bitia Titia, elle a 2 fils de pères différents. Bon, ça veut dire qu'elle s'est mariée 2 fois, mais on ne sait pas si le premier est mort ou si elle a divorcé. Il y a plus de chances pour qu'il soit mort. Bon. Juste une petite parenthèse, tous les autres mariages, entre guillemets, sont des concubinages. Un pérégrin qui est marié, entre guillemets, avec une pérégrine, c'est ce qu'on appelle du concubinage. Hein. C'est une union libre, non reconnue. L'avantage du mariage reconnu, c'est que
ça légitime les enfants. Ça légitime les enfants. Un citoyen qui se marie, par exemple, avec une affranchie, ses enfants seront citoyens. Ça les légitime. À Lugdunum, les mariages se faisaient généralement entre membres d'une même catégorie juridique. Alors, les mariages ont fréquemment lieu entre citoyens et esclaves affranchis. Je vous disais, le citoyen, il fait des enfants à des esclaves pour avoir d'autres esclaves, bien sûr, oui. Mais la plupart du temps, un citoyen, un Lyonnais citoyen romain qui épouse une esclave, il l'affranchit et elle devient pratiquement son égale. Donc on a des mariages assez fréquents entre citoyens et anciens esclaves affranchis. Plusieurs Lyonnaises ont épousé des affranchis impériaux. Des affranchis impériaux, c'est-à-dire d'anciens esclaves de l'administration impériale, qui est, donc c'est déjà le sommet des esclaves, des esclaves de l'administration impériale qui étaient en poste à Lugdunum, car il y a tout un tas de services impériaux à Lugdunum, et d'anciennes esclaves ont épousé des Lyonnaises ont épousé des esclaves, des affranchis impériaux. Un certain nombre de Lyonnaises ont épousé des étrangers, souvent des militaires. Il y avait à Lyon une cohorte urbaine, c'est-à-dire un corps de soldats détachés de Rome. Il n'y en avait que deux dans le monde romain, de ces cohortes détachées de Rome. Une à Lugdunum, une à Carthage. C'est les deux seules villes qui ont eu le privilège d'avoir une cohorte urbaine. Cette cohorte urbaine, c'était essentiellement des policiers chargés d'assurer la sécurité des Lyonnais, mais dont le rôle pouvait aussi déborder sur l'ensemble de la Gaule, en sachant que le long du Rhin, vous avez les légions romaines, 3, 4, 5, 6 légions qui jalonnent le Rhin et qui surveillent la frontière, parce que de l'autre côté, il y a les barbares. Mais dans l'ensemble de la Gaule, en dehors de la frontière du Rhin, le seul corps de troupes, c'est la cohorte lyonnaise, soit environ, on ne sait pas exactement, mais c'est entre 500 et 1000 soldats. Avec femmes et enfants, ça fait 4 à 5 000. Donc, un certain nombre de Lyonnaises ont épousé des membres des cohortes lyonnaises. Enfin, des Lyonnaises étaient d'origine étrangère, résidant à Lyon. Souvent, elles ont accompagné leur mari pour leurs affaires, et on a là des Lyonnaises qui sont originaires de Vienne, de Vaison, de la Bourgogne, du Berry, mais parfois de plus loin. On a des Lyonnaises qui sont originaires de Cologne, sur le Rhin, d'autres qui sont originaires de Rome, et qui viennent habiter à Lyon parce qu'elles ont suivi leur mari. Alors, allez, je vais passer à des choses moins gaies. Et oui, à quel âge mouraient nos Lyonnaises? On connaît 45 actes de décès de nos Lyonnaises. 8 sont mortes avant 20 ans. 21 de 20 à 30. Ensuite, de 30 à 46, de 40 à 56, de 50 à 61, et on a même une nonagénaire, vous voyez, donc 90 ans. Conclusion, l'âge moyen
de décès de nos Lyonnaises est très bas. Est très bas parce que beaucoup de nos Lyonnaises, surtout celles qui meurent jeunes, en fait, elles sont mortes en couche. Elles sont mortes en couche. Le grand drame des Lyonnaises, pas seulement des Lyonnaises, mais de toutes les femmes de l'Empire, c'est que beaucoup meurent en couche entre 15 et 25 ans. Entre 15 et 25 ans. 65% des Lyonnaises dont on connaît l'âge du décès ont moins de 30 ans. 65% ont moins de 30 ans. Certains mariages, malgré tout, sont heureux. J'ai recensé 16 qualificatifs de mari à l'égard de leur femme qui venait de mourir. Amantissima, je les donne en latin parce qu'on peut les traduire. Amantissima, très aimante. Pientissima, très pieuse. Incomparabilis, rarissima, disent les maris. Dulcissima. Et je vais vous en citer une, simplement. C'est le mari de Mattia Vera, et je cite, qui a vécu avec moi 36 ans, 3 mois et 10 jours, sans m'avoir jamais fait aucune peine. Notre long amour a péri, brisé par la mort. Plutôt Dieu que le destin que tu as subi nous eût couchés tous les deux dans la tombe. Pusinonius dubitatus à mon épouse incomparable, de qui je n'ai jamais reçu d'autre chagrin que celui de sa mort. C'est pas beau, ça, hein? Tout ça sur une inscription, sur une stèle funéraire. Hein? Tout ça sur une stèle funéraire. Bon. Par comparaison, les maris ne reçoivent que 3 qualificatifs. Il y en a quand même une, Maspetia Silvina, qui se déclare, après 24 ans de vie commune, qui se déclare veuve inconsolable. Alors, j'en passe, et je vais en terminer bientôt, j'en passe au nombre d'enfants. Au nombre d'enfants. Apparemment, les Lyonnaises n'avaient pas beaucoup d'enfants. Alors ça, c'est une tendance générale. Vous savez, quand il y a une amélioration de la civilisation, etc., les couples ont tendance à faire moins d'enfants. On a même quelques exemples de couples sans enfants, mais en moyenne, sur 70 exemples, 31 femmes n'ont eu qu'un enfant. 20 ont eu 2 enfants. 13, 3 enfants quand même. Hein. 13 ont eu 3 enfants, puis après c'est fini. 4 et 5, il y en a pratiquement plus. Alors là aussi, ça peut être trompeur, parce qu'on a des mentions. À Emilia Valeria, qui est morte à 54 ans, elle a eu 5 enfants, dit-elle, survivants. Survivants. Ça veut dire qu'elle en a eu sans doute beaucoup plus, mais on ne sait pas combien. Elle en a peut-être eu 6, 7 ou 8, mais qui sont morts. Qui sont morts. Car les décès d'enfants, évidemment, sur l'ensemble de nos enfants, on a 3 épitaphes qui se rapportent à des bébés de 1 mois, 3 mois, 9 mois, qui sont morts. Bon. Jusqu'à 1 an, 8 décès. De 1 à 5, 8. De 5 à 10, 14. De 10 à 20, 13. L'espérance de vie à la naissance, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, elle est très faible. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a une telle mortalité infantile que quand vous naissez dans le monde romain, vous avez une espérance de vie à la naissance de 15 à 20 ans. Mais si vous passez la première année, si vous passez les 5 premières années, si vous passez la 10e année, votre espérance de vie monte. À 20 ans, votre espérance de vie, elle est de 40 ou 50 ans.
Donc, il ne faut pas prendre pour la comparer avec nos espérances de vie à nous, il ne faut pas prendre les espérances de vie à la naissance, parce qu'il y a trop, malheureusement, de mortalité infantile. Il faut la prendre à 20 ans. À 20 ans, une espérance de vie pas comparable à la nôtre, mais quand même importante. Ah oui, alors là, vous voyez, c'est Odieumane, c'est la tombe, si vous voulez, d'un mari, hein, d'un mari, qui s'appelle, alors, DM-C10 Manibus, Odieumane. Là, vous avez ce petit instrument qu'on appelle une assia. C'est l'instrument avec lequel les charpentiers équarrissent les poutres. Mais c'est devenu un emblème religieux qui indique l'inviolabilité de la tombe. Voilà, l'inviolabilité de la tombe. Pourquoi cet instrument, on n'en sait rien, mais il est apparu à un certain moment et il s'est généralisé. Le mari s'appelle Caius Pompeius Zosimus, c'est au génitif, parce que c'est Odieumane de Caius Pompeius Zosimus, et son épouse Pompeia Rufina, Liberta affranchie, est uxor et épouse. Donc, c'est une ancienne esclave que Pompeius a affranchie et qu'il a épousée. Et vous voyez, elle indique à patrono, à son patron très aimant, voilà, et à elle-même vivante. Et à elle-même vivante. Donc, vous avez un exemple là d'une lyonnaise affranchie et qui honore son mari devenu son patron. Alors, on a très peu de représentations de portraits. On en a deux de lyonnaises. Bon, on en verra une troisième tout à l'heure, mais on en a deux. Là, c'est vous voyez, une première stèle où vous avez deux femmes. On ne connaît même pas leur nom. Deux femmes. On suppose que il y a la mère et la fille, hein, la mère et la fille, parce que les visages sont différents, mais on ignore. Et puis on en a une autre, voilà, c'est une jeune fille qui tient ouvert une boîte d'où elle tire un collier. Oui. On l'appelle la jeune fille aux bijoux. Ces deux portraits se trouvent au-dessous de nous, sous nos pieds, au musée Luc Dunhomme. Ça, c'est une stèle et à la mémoire d'une... Vous voyez, à la mémoire de Victoria, qui a vécu 10 ans, 1 mois, 11 jours, et la dédicace a été offerte par vraisemblablement son mari. Et puis, on a voilà, la seule représentation d'un couple sur un sarcophage qui est décoré. Vous voyez ce décor-là, voilà, ce décor comme ça s'appelle des strigiles. Vous voyez, un décor à strigiles. Voilà. Et vous avez le mari ici, en toge, vous voyez, et puis son épouse ici, qui a qui est habillée avec une grande tunique serrée à la taille par une ceinture. C'est la seule représentation que l'on ait à Lyon d'un couple sur un même monument, l'homme d'un côté, son épouse de l'autre. Alors, les activités féminines, je passe assez vite, les activités féminines, évidemment, sont fonction du statut du mari. Beaucoup de femmes, celles qui sont femmes de sénateurs, de chevaliers, de décurions, etc., ne travaillent pas. Elles disposent chez elles d'une vaste domesticité.
Et on en a. Alors, ça c'est un exemple qui vient des Pays-Bas, d'une petite ville qui s'appelle Nijmegen. Et vous avez ici la représentation d'une. Vous avez la maîtresse de maison qui est assise sur un fauteuil, vous voyez, et 4 personnes qui l'entourent pour sa toilette. 4 personnes. Bon, les unes pour la toilette, d'autres pour la chevelure, il y a la plieuse de vêtements, etc., etc. Vous voyez, donc, eh bien, il faut imaginer nos Lyonnaises, les Lyonnaises riches, ayant ce même type de domesticité. Vous pouviez avoir, à la limite, dans une maison, dans une grande maison, vous pouviez avoir plusieurs dizaines d'esclaves, de domestiques. C'était fonction du niveau social de l'épouse et du mari. À Rome, les impératrices ont lancé des modes capillaires, des modes de coiffure. En règle générale, les provinciales, donc nos Lyonnaises, suivaient avec retard. Suivaient la mode. Donc, je vous ai montré je vous ai réuni ici quelques impératrices pour vous montrer les types de coiffures que nos Lyonnaises ont dû porter. Alors, au début, là, vous avez, on voit pas bien, c'est la mère de l'empereur Claude. C'est sans doute la mère de l'empereur Claude. On n'est pas certain, mais moi, je l'identifie comme étant la mère de l'empereur Claude, lequel est né à Lyon, comme vous le savez. Elle porte une coiffure très simple, on ne voit pas bien, mais les cheveux sont relativement longs, sont tirés. En règle générale, les femmes portaient les cheveux longs. Et les hommes aussi. Et les hommes aussi portaient des cheveux plutôt longs. La conquête de la Gaule, comme vous le savez, s'est faite en 2 fois, mais César, faisant la conquête de la Gaule, le territoire qu'il a conquis s'appelait la Gaule chevelue. La Gaule chevelue. Et bien, chevelu, ça veut dire que les hommes en particulier, mais aussi les femmes, portaient les cheveux longs, alors qu'à Rome, en Italie, on portait les cheveux courts. Chevelu, ça veut dire avec les cheveux longs. Et bien là, elle porte des cheveux longs qui sont partagés par une raie centrale, et les cheveux sont tirés en arrière, noués normalement par un chignon, et puis vous avez des petites mèches, vous voyez, qui passent de chaque côté et qui descendent jusqu'à la base du cou. Deuxièmement, voilà, ça c'est une chevelure du milieu du 1er siècle, avec ce qu'on appelle chevelure à nid d'abeille. Voilà, c'est ça. Nid d'abeille, une espèce de corolle. Début du 2e siècle, c'est une chevelure avec des enroulements, vous voyez, et on ajoute des postiches. Des postiches. Et puis la 3e, alors, la dernière, voilà. Alors ça, c'est la femme de Septime Sévère, c'est Julia Domna, vous voyez, et elle a cette coiffure caractéristique, là aussi partagée en 2 par une raie centrale, et puis les cheveux sont frisés et tout. Alors, vous vous rendez compte, pour une Lyonnaise qui porte cette coiffure, tous les jours, elle se fait coiffer, mais il y en a pour 1 heure ou 2 heures de coiffure. 1 heure ou 2 heures. Tellement c'est... Voilà des bijoux qu'on a retrouvés à Lyon, des bijoux portés. Tous les bijoux sont en or ou en pierres précieuses, et sont portés donc par des femmes. Alors ça, c'est un exemple de ces riches maisons. C'est une des maquettes qui se trouve au musée. Vous avez la pièce principale là,
voyez, qui est ce grand péristyle où l'on reçoit les invités. Et puis, vous avez des pièces. Alors, les chambres sont toutes petites, mais les pièces d'apparat sont beaucoup plus grandes. Et puis, je vous ai mis une mosaïque aussi. Voilà. Mosaïque qui se trouve au musée, qui décorait une de ces pièces. Musée où on voit un combat ici, là, entre un amour et un vieillard, hein, sous la surveillance d'un arbitre, et puis une des fresques décorant une maison qui a été trouvée à Vèze il y a un certain nombre d'années. Toutes ces choses se trouvent au musée. Je vais vous montrer quelques lyonnaises de haut niveau maintenant. Alors, celle-ci en particulier, qui s'appelle... elle s'appelle... voilà, malheureusement, son nom a été coupé. M-E-M, et puis ça vient ici, Mémia. Elle s'appelle Mémia Sosandris, et elle possède des mines de fer. Elle est propriétaire de mines de fer, ce qui est complètement anormal, parce qu'il n'y a jamais eu dans le monde romain des femmes propriétaires de mines, d'autant que toutes les mines sont des propriétés de l'État. Alors comment elle a réussi, cette Mémia Sosandris, à devenir propriétaire de mines, de mines, on ne sait pas de mines de quoi d'ailleurs, hein, de mines dans la région lyonnaise. Simplement, ce qu'on sait, c'est qu'elle est femme de sénateur quand même, hein, c'est d'un haut niveau, mais c'est un peu une exception. Alors, celle-là, vous voyez, vous lisez ici Secundilla, elle est fabricante de tuyaux de plomb, au niveau là aussi. Et puis, la troisième, Bettilia Donata, elle est médica, elle est médecin. Je vous signale qu'en latin, médecin c'est medicus, mais médecin a un féminin medica. Je vous fais remarquer qu'en français, médecin n'a pas de féminin. On dit une femme médecin, mais on ne dit pas une médecine. En latin, ça existe, medica. Donc, Bettilia Donata, médecin. Alors, elle a fait ériger un monument, et elle l'indique à toutes lettres, hein, Desua pecunia, avec mes sous. Tant qu'à faire, hein. Alors, on ne sait pas quel monument elle a fait construire. On ne sait pas combien ça lui a coûté, mais elle indique que c'est elle qui a payé. Simplement, l'emplacement a été donné, voyez, loco dato decreto decurionum. L'emplacement a été donné par un décret des décurions, conseil municipal, décret des décurions. Mais c'est elle qui a fait construire. Alors, on connaît, sur les 10 médecins que l'on connaît de l'Antiquité en Gaule, on connaît 3 femmes médecins, et Bettilia Donata est une des 3. C'est une des 3 médecins, et vu le monument qu'elle a dû faire construire, ça veut dire que à l'époque de Luguenum, ça devait rapporter d'être médecin. Juste un petit mot sur ce monument qu'elle a fait construire, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est un procédé de l'Antiquité que l'on appelle l'évergétisme. L'évergétisme, nous, on emploie plutôt le mot, c'est un type de mécénat, voyez, c'est du mécénat, c'est-à-dire que il faut bien voir que dans l'Antiquité, on partage, lorsqu'on est riche, on partage.
en partage. Le sénateur, il y a 600 sénateurs, ils sont pas payés, hein. Ils ne touchent pas un sou. Ils partent gouverner une province pendant 1 an et jusqu'à 5 ans. Ils ne sont pas payés. Ils prennent ça sur leur fortune personnelle. Donc il n'y a pas vraiment d'enrichissement. Il y a un seul exemple, c'est Verrès, il a pillé des tombes pour prendre des statues et les vendre. Bon, ben ça c'est très répréhensible. Mais les riches partagent avec les pauvres, ils leur font construire des monuments. Pline le Jeune, qui était originaire de Côme en Italie du Nord, il fait construire une bibliothèque, enfin c'est un homme de lettres, il fait construire une bibliothèque pour les habitants de sa ville natale, et non seulement il dit qu'il l'a fait construire avec ses sous, mais il indique même combien ça lui a coûté. Et il dit, ça m'a coûté 2 millions de sesterces. 2 millions de sesterces. Pour vous donner une base, un soldat romain gagne par an 1500 sesterces. Par an. Pline, il te sort 2 millions de la poche de sa toge, qui n'a pas de poche, pour payer la bibliothèque. Donc, les riches font construire des monuments. C'est ce qu'on appelle de l'évergétisme, du mécénat. Ils organisent des cérémonies religieuses auxquelles les pauvres participent. Ils organisent des distributions publiques de vivres. Tout ça, c'est fait, et nos Lyonnaises le font aussi. Toujours parmi les activités de nos Lyonnaises, là, on a vu surtout les femmes riches. Beaucoup de Lyonnaises, celles qui sont femmes de commerçants ou d'artisans, aident leur mari. Comme aujourd'hui, aident leur mari dans l'exercice de leurs fonctions. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Je vais passer très vite à la vie publique. Donc, deuxième partie, la vie publique. Nos Lyonnaises dans la vie publique. Je parlerai d'abord des loisirs et ensuite de la vie religieuse. Donc, les Lyonnaises ont accès à la vie publique qui peut se manifester de 2 manières. D'une part, les loisirs, d'autre part, la vie religieuse. Et là, ce sont 2 domaines auxquels ont accès tous les habitants de Lugdunum, quel que soit leur sexe, quel que soit leur niveau juridique. Là aussi, c'est symptomatique de l'époque romaine. C'est-à-dire que, dans les termes dont je vais dire 2 mots tout à l'heure, les termes publics, un sénateur y croise un esclave. Parce que tous les habitants peuvent avoir accès. Et on peut privilégier même... Alors, j'ai un exemple qui n'a rien à voir, mais que je trouve symptomatique. Dans le château d'eau de Pompéi, on s'est aperçu qu'il y avait 3 sorties superposées de tuyaux qui conduisaient celui d'en haut aux riches maisons, celui du milieu aux thermes publics, celui du bas aux fontaines. Eh bien, quand le niveau d'eau baisse, c'est les riches qui en sont privés les premiers, puis ce sont les thermes, et il faut vraiment que le réservoir soit vide pour que les fontaines auxquelles tout le monde peut aller puiser ne puissent plus donner d'eau. Donc on privilégie l'alimentation en eau
des populations les plus pauvres. Donc, les Lyonnaises, donc premier grand domaine, c'est les termes publics. Les termes publics. Bon, à Lugdunum, on a repéré ou fouillé 4 termes publics. 4 termes publics. Et tout le monde peut y aller. Les femmes comme les hommes. On ne sait pas si, dans les termes publics, il y avait des heures de fréquentation plus importantes pour les femmes que pour les hommes. On ne sait pas. On n'a pas de détails. Simplement, on sait que l'empereur Adrien, donc 117-138, l'empereur Adrien a pris une mesure interdisant la fréquentation des termes, la fréquentation mixte des termes. Il interdit. Plus de femmes et d'hommes ensemble. Bon. On ne sait pas bien pourquoi il a pris cette mesure. Parce que les termes, ça n'a jamais été des bordels. Hein. Il y avait toujours une certaine retenue, on n'y allait pas pour... etc. Hein. Donc, il n'y a jamais eu de débordement. Et puis, tout d'un coup, il décide que les termes ne seront plus mixtes. Soit il y aura des termes spéciaux pour les hommes, d'autres spéciaux pour les femmes, soit des heures d'ouverture différentes dans le même terme. Eh bien, il y a eu des répercussions à Lyon. On a retrouvé la stèle une stèle funéraire d'une dame qui est rédigée, donc d'une épouse, et la stèle est rédigée par son mari, et son mari lui dit j'ai été très heureux avec toi, mais si tu vivais encore, je ne pourrais plus prendre mes bains au terme avec toi parce que c'est interdit. Parce que c'est interdit. Oui. Donc, le mari regrette vivement, mais sa femme est déjà morte, mais il regrette vivement que si elle était vivante, il ne pourrait plus y aller. Deuxième lieu où... là aussi, je passe très vite, c'est sur les monuments de spectacle. Les monuments de spectacle qui sont ouverts à tout le monde, gratuitement. L'esclave, il peut aller voir, si son maître lui donne l'autorisation, il peut aller voir un spectacle. Alors, évidemment, si on prend le théâtre, qui est juste à côté, le théâtre, les notables sont en bas, les esclaves sont en haut, mais ils sont tous dans le même théâtre. Vous voyez, dans le même théâtre. Alors, il y a en gros 3 monuments de spectacle auxquels les Lyonnaises ont accès. C'est le théâtre, c'est l'Odéon, qui est plutôt réservé soit à des concerts musicaux, soit plutôt à des déclamations. N'oublions pas qu'il n'y a pas d'imprimerie et que les auteurs peuvent venir lire leurs textes dans les Odéons. Oui, lecture publique. Bon. Donc, théâtre, Odéon, et puis le cirque. Et puis le cirque, où on peut assister à des courses de chars principalement. Et on a retrouvé, je ne crois pas que je l'ai mis ici, on a retrouvé une très belle mosaïque qui représente des jeux du cirque. Et puis, alors vous me dites, pourquoi je ne parle pas de l'amphithéâtre ? Eh bien, parce que l'amphithéâtre, que vous connaissez, au pied de la Croix-Rousse, au départ, il appartient au Conseil des Trois Gaules qui siège à Lugdunum. Et au départ, seuls les membres du Conseil peuvent avoir accès au spectacle, car il y a des spectacles. Il y a des cérémonies publiques, il y a aussi des spectacles. Les Lyonnais et Lyonnaises n'auront accès à l'amphithéâtre pour voir essentiellement des combats, n'auront accès à l'amphithéâtre qu'à partir du IIe siècle. À ce moment-là, toute la gamme
des spectacles sera ouverte aux Lyonnais et aux Lyonnaises. Donc, les femmes, bien entendu, à Lyon, ont accès aux mêmes édifices de spectacle que les hommes. Et puis, deuxième, et c'est par là que je terminerai, deuxième grand secteur d'activité de la vie publique, c'est la vie religieuse. La vie religieuse. Alors, elle va se manifester de plusieurs manières. Il y a d'abord les divinités païennes, hein, les divinités païennes que tous les habitants peuvent honorer. Et les femmes à Lyon honorent plutôt les divinités féminines, et en particulier celles que vous avez sous les yeux, qui sont les déesses mères. Oui, les déesses mères. Alors, elles sont souvent représentées, alors c'est des déesses de la fécondité humaine. Elles sont souvent représentées par trois. Vous voyez que ces deux-là tiennent comment dirais-je, des symboles de fertilité. Celle de droite tient une corne d'abondance et celle du milieu, elle tient un bébé emmailloté. Un bébé emmailloté, ici, vous voyez. La suivante, eh bien, même chose. Encore trois déesses mères qui tiennent des fruits, toujours symbole de fécondité, de prospérité, donc des fruits, et puis toujours une corne d'abondance. Et cette stèle a été offerte par une femme, voyez, aux mères, etc. Donc, on honore les divinités païennes. Et puis, Auguste a créé le culte impérial. Le culte impérial, c'est-à-dire le culte des empereurs, auquel ont été ajoutés peu à peu le culte des impératrices. Et avec un corps particulier de prêtres qui appartiennent à deux catégories. Alors, il y a les prêtres supérieurs qu'on appelle les flamines d'Auguste, bon. Et puis auxquels peuvent accéder les citoyens romains. Et puis, on a créé ensuite, à partir du moment où les impératrices ont fait partie du culte impérial, on a créé des postes réservés de prêtresses qu'on appelle flaminiques augustales, qui honorent, au même titre que les hommes, qui honorent le culte impérial, en particulier celui des impératrices. Eh bien, à Lyon, on a plusieurs femmes, plusieurs prêtresses qui ont le titre de flaminiques. Et ce culte s'est même étendu souvent à toute une province, et on n'en a pas à Lyon, mais à Vienne, on a une flaminique provinciale. Une flaminique provinciale, c'est-à-dire qui s'occupe du culte des impératrices au niveau de toute la province de Narbonnaise, c'est-à-dire à peu près un quart de la Gaule. Vous voyez, c'est quand même des choses très, très importantes. Hein. Donc, les femmes, les Lyonnaises, ont eu une place dans la célébration du culte impérial avec ces flaminiques. Et puis le dernier domaine, enfin, avant-dernier domaine, c'est les cultes orientaux. Les cultes orientaux ont eu une grande importance dans l'Antiquité. Je fais une toute petite remarque générale. La plupart des cultes que nous connaissons encore aujourd'hui sont originaires d'une même région qui est le Moyen-Orient.
c'est là que l'on trouvera plus tard la religion juive, le christianisme et l'islam, mais avant, on trouvera le culte de Cybèle, le culte en Turquie, le culte de Mithra en Iran, le culte des Baals en Syrie, le culte d'Isis et Sérapis en Égypte. Tous ces cultes que je viens d'énumérer, plus les cultes monothéistes, viennent tous de la même région. C'est pour ça qu'ils ont tous des points communs. Ils ont tous des points communs. À Lyon, parmi les divinités orientales, comme on les appelle, c'est surtout le culte de Cybèle qui a rencontré la plus grande audience. Alors Cybèle, on ne l'appelle pas Cybèle, on l'appelle soit Mater Deum, la mère des dieux, soit Magna Mater, la grande mère, pas la grand-mère, hein, la grande mère. Bon. Et les Lyonnaises l'ont beaucoup pratiqué, ce culte de Cybèle. Et il y avait une cérémonie particulièrement importante qui se plaçait, disons, au début du printemps, qu'on appelait la fête des Hilaries, H-I-L-A-R-I-E-S, la fête des Hilaries, qui était une fête joyeuse où on célébrait la renaissance du printemps. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait essentiellement des initiations, car ces cultes orientaux dont je viens de parler, ce sont ce qu'on appelle des cultes à mystère. C'est-à-dire que les chrétiens appelleront ça le baptême, c'est la même chose. Hein. C'est une initiation. Et l'initiation au culte de Cybèle se faisait à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où renaît le printemps. Et on baptisait, c'était des baptêmes par le sang. Lorsque vous souhaitiez être baptisé, vous aviez été initié, vous entriez nu dans une fosse recouverte d'une grille, et au-dessus de la fosse, on sacrifiait soit un bélier, soit un taureau, et le sang ruisselait sur vous et faisait croire aux dieux infernaux que c'était votre propre sang. C'est ce qu'on appelle un taurobol. Un taurobol. Et c'est exactement ça. On a ici une stèle qui a été offerte par deux femmes, deux Lyonnaises. Alors, très officiellement, pour le salut de l'empereur Septime Sévère et pour la conservation de la colonie de Luc du Nôme, on a offert un taurobol. Donc là aussi, c'est de l'évergétisme. Hein. On a affaire à ce taurobol. Alors, vous voyez qu'on a décoré, sur le côté que vous ne voyez pas, il y a l'inscription, et sur les deux côtés que vous voyez, vous avez à droite une tête de taureau et à gauche une tête de bélier. Taureau, bélier. Et à la fin de la cérémonie, eh bien, avec les autres initiés, vous participiez à un repas divin. Et qu'est-ce que vous partagiez à ce repas? Le pain et le vin. Le pain et le vin. Le christianisme y a ajouté la notion d'Eucharistie, mais c'est le pain et le vin. Donc, ces religions ont eu beaucoup de succès à Lyon. Et puis, j'en termine avec les premiers chrétiens. La persécution contre les chrétiens, on ne sait pas sous quel prétexte, mais les chrétiens sont arrêtés, un certain nombre de chrétiens sont arrêtés et sont emprisonnés. Et parmi eux, il y a évidemment l'évêque, le premier évêque de Luc du Nôme, qui est Saint Pothin. Saint Pothin, premier évêque, qui lui-même vient d'Orient. Il vient d'Orient. Il a été élu
choisi à Lugdunum. Il est donc le premier évêque, non seulement de Gaule, mais même occidental, avant l'Espagne. Et donc, un certain nombre de Lyonnais ont été arrêtés, et on possède une liste de 47 noms. 47 noms. Alors, ce qui est quand même, non pas étonnant, mais il y a autant, sur ces 47, il y a autant de femmes que d'hommes. 22 femmes contre 25 hommes. Donc, alors, ils ont été condamnés à mort, et la mort n'est pas la même pour les citoyens ou femmes de citoyens et les autres. Les citoyens ou femmes de citoyens sont décapités. Et on sait que parmi ces 47, 22 ont été décapités. Et parmi ces 22, 11 hommes et 11 femmes. Autant de femmes que d'hommes. Un certain nombre sont morts en prison, parce que la justice romaine ne connaît pas la prison. Lorsqu'on est condamné à l'exil, à la confiscation des biens, à des amendes ou à la mort, mais jamais à la prison. On vous jette en prison en attendant le châtiment. Donc là, c'est vrai que si bien que les prisons sont toutes petites, donc on en a mis, on les a tous mis en prison, les 47, peut-être dans un local qui devait faire quelques mètres carrés, il y en a 19 qui sont morts en prison, dont le fameux Saint-Potin. 19. Il a aussi 10 femmes et 9 hommes. 10 femmes et 9 hommes. Vous avez sous les yeux les 10 Lyonnaises, c'est une fresque qui se trouve dans le cachot dit de Saint-Potin à l'Anticaille, que vous connaissez peut-être, hein, le cachot de Saint-Potin dit de Saint-Potin à l'Anticaille. C'est une fresque qui date de la fin du XIXe siècle. Hein. C'est pas une fresque, c'est une mosaïque, pardon. Une mosaïque qui date de la fin du IIe siècle. Et vous avez ici la représentation des 10 Lyonnaises qui sont mortes en prison. Donc, si vous voulez, 10 plus 22, ça nous fait déjà 32. Il en reste 13. Donc, un certain nombre, hommes ou femmes, ont été mis en croix. Donc, là, vous avez une dernière photo qui représente il y a six personnes, et parmi ces six, vous avez donc Blandine, ici, voilà, qui est la seule lyonnaise, la seule femme. 6 chrétiens ont été jetés aux fauves dans l'amphithéâtre. Alors attention, quand on dit les fauves, on a représenté souvent cet épisode Blandine façon lion. Il n'y a jamais eu de lion à Lyon, jamais, parce que ça coûtait trop cher un lion. Il fallait les faire venir d'Afrique du Nord, ça coûtait trop cher. Alors, quels étaient les... à l'amphithéâtre, on utilisait les animaux sauvages de la Gaule. C'est-à-dire, ou sauvages ou moins, il y avait des... En effet, il y avait des taureaux, des sangliers, des aurochs, des rennes, des loups. Donc voilà, c'était ça, les animaux sauvages qu'on voyait dans l'amphithéâtre. Mais on n'a jamais vu, comme à Rome, on n'a jamais vu ni de lion, ni de tigre, ni d'autruche, ni d'éléphant. C'était bien trop cher. Donc,
parmi les 6 prisonniers qui ont été jetés aux fauves, il y avait une seule femme, Blandine. Ah, alors pourquoi elle, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi elle a été jetée aux fauves. Mais vous rendez compte, 10 000 personnes qui hurlent, vous êtes au milieu, il y a un loup, mais le loup, il a peur plus qu'autre chose. Non, mais c'est vrai, il a peur. Hein. Les fauves, entre guillemets, on n'a pas voulu de ces chrétiens, bon, qui en plus devaient être, on les comprend, piteusement accroupis, etc. Donc finalement, on a enfermé, donc les fauves n'ont pas voulu de Blandine ni les autres. Donc on l'a mise entourée dans un filet et on l'a jetée aux cornes d'un taureau. Mais le pauvre vieux taureau, il ne savait pas quoi faire. Alors on a une très belle photo dans une église de Rome, sur l'Esquilin, je me tourne vers le président. On a une très belle photo du XVIe siècle qui représente justement Blandine face à Blandine dans un filet face à un taureau. Et finalement, elle a été égorgée. Elle a été égorgée. Et on connaît, j'en termine, on connaît cet épisode par une lettre, peut-être écrite par saint Irénée, par une lettre envoyée, rédigée par les chrétiens de Lyon et de Vienne et envoyée aux chrétiens d'Orient. Et cette lettre a été conservée par un écrivain du IVe siècle qui s'appelle Eusèbe de Césarée, qui nous l'a restituée. Et dans cette lettre dit que jamais on n'avait vu une femme se comporter de cette manière que Blandine, et que vraiment sa mort était quelque chose d'horrible. Donc voilà, on a l'impression, donc pour terminer, et je conclus ensuite, on a l'impression qu'au niveau du christianisme naissant, voyez, les femmes ont été aussi sensibles que les hommes vis-à-vis de cette nouvelle religion. Je retrouve. Bon, vous voyez que vous avez eu un aperçu de la femme lyonnaise dont on connaît un infime pourcentage. Mais c'est comme les sondages. Hein. On interroge 1100 personnes pour 25 millions d'habitants. Donc là, on en a interrogé 600 sur plusieurs dizaines de milliers. Ce qu'on peut dire, c'est que le statut de la lyonnaise n'est pas différent de celui des femmes dans le monde romain, que les femmes ont su y trouver leur place, non seulement dans leur vie privée, mais aussi dans la vie publique, avec quelques postes importants au niveau de la religion portés par ces lyonnaises. Voilà. Merci de m'avoir entendu écouter un peu longuement.